Il est 8h46, tous les sujets sont sur la table. On a parlé de la corrida tout à l'heure. Il y a le droit à l'avortement dans la Constitution. C'est à partir de la semaine prochaine. Elisabeth Lévy nous a dit pourquoi elle avait des réticences. Françoise de Gois nous donnera son avis dans un instant. Il y a aussi cette petite phrase d'Emmanuel Macron qui devrait aller assister à un match des Bleus. Si la France accède aux demi-finales, on n'y est pas, loin de là. Mais il ne faut pas politiser le sport, dit-il. Et puis il y a aussi ce qui s'est passé hier en Pologne. Je sais que ça continue de faire réagir. Alors, Volodymyr Zelensky, lui, maintient sa version, alors que l'OTAN en a donné une autre. Mais l'OTAN qui dit, quoi qu'il en soit, c'est de la responsabilité globale de la Russie, puisque c'est elle qui a déclenché cette guerre. C'est Olivier de Beaucaire, me semble-t-il, donc, qui est avec nous au 0826 300 300. Bonjour Olivier. Bonjour. 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 Oui. Alors, moi, cette guerre, j'ai rien compris depuis le départ. Ouais. Je ne comprends pas quand Poutine envahit l'Ukraine, il n'y a personne qui bronche. Quand Saddam Hussein a envahi le Koweït, tous les pays du monde lui sont tombés dessus, ils sont intervenus militairement. Et là, on laisse Poutine. Il y a quand même, c'est-à-dire qu'il y a quand même une aide logistique à l'Ukraine. Et des sanctions, et beaucoup de sanctions, quoi. Mais pourquoi en Irak on a intervenu et là on n'intervient pas militairement? Parce que moi je vous explique simplement parce que la Russie est une puissance nucléaire, tout simplement, et que ce qui n'était pas le cas de l'Irak, la Russie est une puissance nucléaire. Elle fait partie des 5 pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU, et donc avec une puissance nucléaire, on ne fonctionne pas de la même manière qu'avec l'Irak. Ça c'est la raison fondamentale. Sinon, vous pensez bien que l'Alliance serait déjà rentrée. Dissuasion nucléaire, alors ça veut dire que nous, notre dissuasion nucléaire, c'est. Écoutez, si on commence à rentrer dans cet engrenage-là, je veux bien qu'on finisse tous en savonnette, mais bon, voilà. Non, mais c'est. Oui. Elisabeth, oui. Non, parce que moi, j'aurais envie finalement de poser la question. Ah, c'est Olivier, c'est ça? Oui, c'est Olivier, oui. Qu'est-ce que vous auriez voulu? Qu'on entre en guerre contre la Russie, qu'on déclenche effectivement une sorte d'apocalypse nucléaire? Non, écoutez, honnêtement, je pense pas. C'est une menace qu'il a fait. Si tous les pays du monde, les USA, toute l'Europe étaient intervenus, se positionner militairement, directement avec des soldats, sa menace nucléaire, elle ne tenait pas la route. Parce que nous, on peut aussi le rayer de la carte. Donc il n'avait aucun intérêt. Il n'avait aucun intérêt. Il se serait retiré, il aurait eu peur, il se serait retiré. Et là, c'est lui qui crée la peur. C'est lui, parce qu'il a fait une menace, on est tous à ses ordres, et là, ça va pas, c'est pas possible. On ne peut pas tolérer, moi j'accuse tous les chefs de gouvernement, ils n'ont pas fait leur boulot. On doit intervenir militairement. On l'a fait dans d'autres pays, je ne vois pas pourquoi, avec les Russes on ne le ferait pas. Pour la raison personnellement, moi je suis plutôt contre. Oui. Pour la raison que je vous ai donnée, parce que vous considérez, vous, Olivier, qu'il ne le fera jamais, mais vous n'en savez absolument rien. Nous ne savons absolument rien de ce qu'il y a dans la tête de Poutine. Je ne dis pas du tout, moi, qu'il est fou. Je pense qu'il est très vertébré, au contraire. Donc, non, mais il y a un risque, quoi qu'il en soit, en fait, d'escalade, probablement. Et donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que l'OTAN là, a été assez prudente aussi par rapport à ce qui s'est passé hier. Merci, en tout cas, Olivier. Mais c'est un vrai débat qui va continuer dans les mois, dans les semaines qui vont venir et les mois qui vont venir, puisque s'il n'y a pas de retour à la table des négociations, et ce qu'il faudrait, il n'y en a pas eu, d'ailleurs, quoi. Mais bon, il est possible que ça vienne quand même pour essayer de stopper, d'arrêter, en fait, tout cela. Parmi les autres sujet du jour. D'un mot aussi, oui, parce que Elisabeth Lévy, tout à l'heure, dans votre édito, vous disiez que vous étiez réservé quant à la mise en place de l'IVG dans la Constitution. Vous avez expliqué pourquoi. Alors, vous êtes pour le droit à l'avortement. Pour ceux qui ont raté ma chronique, je rappelle que je suis, moi, tout à fait favorable au droit à l'IVG et tout à fait opposé à sa constitutionnalisation, qui est d'abord inutile. Personne ne menace l'IVG, sinon les déserts médicaux, évidemment. C'est-à-dire que y a un problème d'accès à l'IVG, comme il y a un problème d'accès à la pédiatrie dans certaines régions. Mais personne, aucun parti ne demande son abrogation. L'Église catholique ne demande pas qu'on abroge la loi Veil. Donc, je ne vois pas l'intérêt, sinon pour jouer les belles âmes. Non, mais ça a été aussi en réplique. C'était en réplique, ce qui
s'est passé aux États-Unis. Bah oui, mais on n'est pas aux États-Unis. Non, ouais, c'est vrai. Enfin, Françoise de Gois, oui. Moi, je pense qu'il faut l'inscrire dans le marbre constitutionnel. Je suis pas tout à fait d'accord avec Elisabeth. J'entends ce qu'elle dit, hein, qu'il n'y a aucun risque, que c'est peut-être une posture politique. Moi, je pense qu'il y a toujours un risque. La preuve, c'est qu'on a tous été sidérés, et je sais très bien que même les plus conservateurs l'ont été, de la décision de la Cour suprême et de ce qu'elle crée. D'ailleurs, c'est cette décision-là sur l'avortement qui a fait perdre aussi en partie les Républicains, qui a empêché les Républicains de s'emparer du Sénat et plus largement encore de la Chambre des représentants. Mais ma chère Françoise, laissez-moi vous poser une question. Non, mais moi, laissez-moi vous poser une question. C'est pour ça que je pense que même si aujourd'hui, dans le schéma politique, aujourd'hui, Elisabeth, personne ne remet en cause, il y a des choses dans les discours de Zemmour qui sont tout à fait... N'importe quoi. Non, excusez-moi. Je pense que il vaut mieux tenir que courir, et je pense que c'est très bien de la constitutionnaliser. Voilà. Ouais. Laissez-moi vous répondre. Supposons par hypothèse intellectuelle que quelqu'un arrive au pouvoir et la possibilité parlementaire d'abroger la loi Veil. Vous croyez que dans ce cas, donc ça voudrait dire que les Français ont choisi démocratiquement ce type de gouvernement. Est-ce que vous croyez vraiment que ça le gênerait de rechanger la Constitution? Oui, parce qu'il y a des règles. Et puis alors pourquoi s'arrêter là? Mais pourquoi pas mettre le droit à la transidentité tant qu'on y est? Non, mais moi je comprends pas du tout pourquoi vous faites dériver ça sur ce débat. Restons sur l'avortement. C'est comme les gens qui nous disent on veut pas. Moi je comprends. C'est votre fantasme là. Les gens qui nous disent on veut pas interdire la corrida parce que bientôt ça sera la chasse et le reste. Restons sur le sujet. Moi je parle de cela parce que supposons que nous avons des systèmes, et je sais très bien, et vous êtes d'accord là-dessus, que nous sommes dans un état de droit, que nous avons plusieurs systèmes, et la dernière marche c'est la Constitution. Pour changer la Constitution, eh bien il faut quand même des choses très importantes. Il faut réunir le Parlement, il faut plus de 2/3, donc c'est plus compliqué. Donc oui, effectivement, c'est un filet de sécurité, car je ne sais pas. D'ailleurs, c'est assez marrant, je vous signale que vos amis de la NUPES ne veulent pas passer par la voie parlementaire parce que là, ils ont besoin d'un référendum. Et au Chili, il y a eu un référendum sur le sujet. Vous savez, le Chili, c'est la nouvelle terre promise de LFI depuis que Chavez est mort. Mais pourquoi vous parlez Eh bien, de au Chili, il y a eu un référendum. 62% des Chiliens ont rejeté la constitutionnalisation. Alors moi, je suis toujours mort de rire quand je vois ces grands démocrates qui ont peur du référendum. Non, mais écoutez, moi, je vous placez ça sur un terrain. Il n'y a plus personne. Mais c'est pas ça, c'est que j'arrive pas à comprendre votre position, et surtout vos arguments ne tiennent pas debout. Allez, on a compris vos deux... En aucun cas debout, ma chère amie. On a compris, évidemment. Ça, c'est un argument, vraiment. Non, mais c'est la Elisabeth réalité. Lévy, Françoise de Gois. C'est pas un argument, c'est la réalité. Qu'est-ce que ça vous enlève, Elisabeth Lévy, de rajouter dans la Constitution le droit à l'avortement, puisque vous êtes pour? Je pense que la Constitution n'est pas faite pour ça. Elle est faite pour quoi, et par ailleurs, je vais vous dire une autre chose. Il y a beaucoup de choses. Je vais vous dire une autre chose. Non, laissez-moi juste une phrase. C'est que je ne comprends pas, si vous voulez, qu'on parle de l'avortement comme si, pour moi, c'est un moyen, d'accord, qui doit être mis à la disposition des femmes. Mais en faire un espèce d'étendard sur lequel on s'enthousiasme et passer de je suis pour le droit à l'avortement à je suis pour l'avortement, comme si c'était en soi une merveilleuse chose, eh bien, me paraît fort mal à propos. Mais qui dit je suis pour l'avortement en dansant, en ayant sentiment, en dansant et en chantant? Personne ne dit ça. On ne doit pas vivre dans le même monde, ma chère Françoise. Écoutez, d'abord, personne ne dit ça. Vous le regardez avec vos lunettes, mais à mon avis, elles sont un peu déformantes. Personne ne dit que c'est une joie d'avorter. Je suis désolé de vous le dire. Et je pense que c'est un droit, et c'est un droit fondamental des femmes. Et il n'y a aucune raison de ne pas le mettre dans la Constitution, à part des raisons fantasmées. Ça, c'est pas un argument, mais bon, passons. C'est vous qui n'avez pas d'argument, je suis désolé. Voilà. Écoutez, je voulais qu'on parle aussi, qu'on évoque la petite phrase d'Emmanuel Macron: il ne faut pas politiser le sport, puisque il annonce qu'il ira
au Qatar si la France se qualifie pour les demi-finales ou la finale. D'un mot, qu'est-ce que vous en pensez, Françoise, et ensuite Elisabeth. 30 secondes chacune. Rapidement, venant d'Emmanuel Macron, ça me fait sourire. Il a complètement politisé, et comme tous les chefs d'État avant lui d'ailleurs, la victoire de la France en 2018. Ça ne veut rien dire ne pas politiser. Et par ailleurs, je pense que c'est la FIFA qui est responsable de cette zone d'ombre. Et Emmanuel Macron dit il ne faut pas politiser, mais il accepte quand même que le président de la FIFA, Gianni Infantino, vienne nous faire un numéro sur il faut un mois de trêve en Ukraine au G20. Donc il faut qu'Emmanuel Macron se mette d'accord avec Emmanuel Macron. Voilà, je pense. Bon, et vous, Elisabeth? Bon, si vous voulez qu'il peut... Ça, effectivement, Françoise a raison. Évidemment que le sport, c'est politique, et évidemment que si la France gagnait, ce dont vous avez l'air de douter, cher Patrick, si la France gagnait, évidemment, il essaierait d'en profiter. Mais sur le foot, je m'en remets à Françoise. Je m'en remets à Philippe David, alors. Allez, voilà, les vraies voix ce soir avec... c'est une très bonne transition, les vraies voix ce soir avec justement Cécile de Ménibus. Tiens, à propos des vraies voix, à partir de la semaine prochaine, il y aura un rendez-vous autour du mondial. Les vraies voix du mondial de 18h30 à 19h30 où toutes les questions seront sur la table, évidemment, comme à chaque fois sur Sud Radio. Ça ne fait pas plaisir à tout le monde, mais je suis désolé, c'est comme ça, et c'est justement aussi ce qui plaît à beaucoup d'autres, et c'est pour ça que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Un grand merci à vous. Il est 8h57, dans un instant Christine Bouillot, pour essayer évidemment de vous mettre d'accord dans les grands débats, avant de retrouver bien sûr aussi André Berkoff ce midi et Jean-Jacques Bourdin. Le journal, les derniers titres de l'information dans un instant avec Laurie Leclerc aussi. Sud Radio.